Bienvenue dans La Brigade, le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sénateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Salut tout le monde et bienvenue dans La Brigade, épisode 3. Mon nom est Jean-Philippe Forgue, je suis accompagné de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, on a un très gros épisode. En deuxième partie, on commence par recevoir un troisième collaborateur régulier qu'on vous présente, Jean-François Demers, un franco-ontarien originaire de Saint-Albert dans l'Est ontarien, avec qui on va faire un petit retour sur les transactions effectuées par Pierre Dorion dans les dernières semaines. On va même peut-être se mouiller à faire quelques prédictions en prévision de la saison prochaine. Mais en troisième partie, c'est là que le fun commence. On reçoit nul autre que l'animateur de Dans le vestiaire sur les ondes d'Unique FM et celui qui fait la description des matchs des sénateurs depuis toujours, presque, on dirait. Nul autre que Nicolas Saint-Pierre. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin. JP, il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Salut les boys, ça va bien? Ouais, salut les JP. Dans le warm-up ce matin, il s'est passé certainement des choses intéressantes dans l'organisation des sénateurs d'Ottawa. Premièrement, la prolongation de contrat de 2 ans plus une année d'option pour l'entraîneur-chef DJ Smith. On a eu aussi la prolongation de contrat de 1 an pour le défenseur Victor Mété, un salaire moyen de 1,2 million de dollars. On a des nouveaux visages dans l'organisation également. On va laisser parler Jean-François Demers pour ce qui est de Nick Holden et Michael Del Zotto, mais des nouveaux visages pour les sénateurs de Belleville aussi. On parle des attaquants de Pontus Aberg, Cole Sherwood et du défenseur Dylan Etherington. On a aussi appris la nouvelle du retrait dans la Ligue nationale du gardien de but Anders Nilsson qui a pris cette décision-là dans les derniers jours en raison de ses problèmes récurrents de commotion cérébrale et au cou. Il aura joué un total de 44 parties dans l'uniforme des Sens, cumulant une fiche de 20 victoires, 20 défaites et 2 revers en prolongation. Et une nouvelle de dernière minute, là, les sénateurs ont une nouvelle affiliation dans la East Coast League. C'est l'équipe du Gladiateur d'Atlanta. Ils prennent la relève du Bees de Brompton. Donc, nouvelle organisation qu'on pourra suivre la saison prochaine. Donc, les boys, je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez de ces derniers sujets. Les Gladiateurs d'Atlanta avec les sénateurs d'Ottawa, ça peut pas être un meilleur match que ça, là. C'est un nom parfait. Effectivement, il y a un fit. Il y a un très gros fit. Ben, ce qui est drôle, c'est que les Gladiateurs étaient rouge, doré, foncé et noir avant et ont changé de couleur il y a pas longtemps pour matcher ceux des Prédateurs de Nashville. Alors maintenant, ils sont dans le jaune et le bleu. Là, ça marche plus pantoute. OK, ouais. Est-ce qu'ils vont revenir à leurs anciennes couleurs? Aucune idée. Aucune idée, hein? Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes content du retour de la prolongation de contrat de DJ Smith? Moi, je vais y aller avec ce que Pierre Dorion a dit. Pierre Dorion a dit que c'était un excellent communicateur avec les jeunes. Il a aussi dit que, et puis on le sait, le DJ Smith est en train de bâtir un peu la nouvelle identité qu'ils veulent donner à l'organisation. Une équipe qui est difficile à jouer contre, une équipe robuste, une équipe qui fait mal, si on veut. Puis ça, Pierre Dorion a l'air content, fait que moi, je suis content. Ouais. Je pense que c'est un bon... il appelle ça un player's coach. Je pense que les joueurs ont l'air de l'aimer. Je pense que Tkachuk a l'air de l'aimer dans les petits commentaires qu'on entend. Fait que tout ça, c'est quand même encourageant. Est-ce que c'est... Tu sais, des fois, on reproche aux sénateurs de traîner certains dossiers. Là, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être tiré la gâchette un peu vite. Vu qu'il y a encore 1 an de contrat l'année prochaine, DJ Smith, moi, je les aurais vus peut-être commencer la saison prochaine, regarder comment ça va, regarder comment, versus la fin de l'année passée, on est capable d'amener ça. Est-ce que le fameux message passe toujours, puis on se donne le début de la saison pour voir comment ça va, puis au milieu de la saison, si tout va bien, on renouvelle. Ça te laisse la porte ouverte ou si ça va pas bien, si il y a un mouvement à faire, il y a quelque chose à faire. C'est plus facile à ce moment-là de remplacer l'entraîneur. Mais, gars, c'est fait. Ça met de la stabilité. Je pense que les sénateurs ont besoin de stabilité, non seulement dans
dans le higher management, si on veut, là, dans la gestion, d'avoir de la stabilité au niveau de coach, je pense que ça va un peu rassurer tout le monde. Pour Victor Mété, on fait quoi avec Victor Mété? On sait qu'on va en parler plus tard avec Jean-François, là, mais Victor Mété, là, qu'on a réclamé au ballottage de Montréal l'année passée, qui avait connu des grosses minutes quand Thomas Chabot s'était blessé. Mais là, il y a quand même une incertitude là, en défensive. Là. Ça va être compliqué à gérer, ça, je pense. Ouais. Ben, je pense qu'on avait comme pas le choix d'y donner un contrat. 1 an, pour moi, c'est parfait. C'est comme une année de transition. On peut voir s'il peut répéter le succès qu'il a connu, parce qu'on se le cachera pas. Quand il est arrivé dans l'organisation, il a fait le travail. On peut pas y en vouloir. Là. Donc, non, tout à fait 1 an, je trouve ça parfaitement. On peut lui donner une saison complète encore. Puis, peut-être que ça va être un défenseur régulier dans l'avenir de l'organisation. Mais c'est parce que là, du côté gauche, il commence à avoir beaucoup de circulation là, pour les 3 premières places à la défensive. Donc, j'ai très hâte de voir son utilisation la saison prochaine. Oui. Pour ce qui est des nouveaux visages, comme tu disais à Belleville, 3 joueurs de profondeur, comme on pourrait dire. Le premier, Pontus Aberg. C'est comme ça qu'on dit ça? Pontus Aberg? On va le dire de même. On va le dire de même. Un allié gauche qui était choix de 2e ronde des Prédateurs de Nashville, qui a 27 ans. Quand même. L'année dernière, il a joué 5 matchs dans la Ligue nationale avec les Marlies à Toronto où il a fait 1 point. Sinon, 44 points en 55 matchs. Non. Avec les Maple Leafs l'année passée, 1 point en 5 matchs, mais avec les Marlies, 44 points en 55 matchs. Donc un beau joueur de profondeur pour la Ligue américaine, mais du côté de Cole Sherwood, c'est un allié droit. Il n'a jamais été repêché, mais il a commencé sa carrière dans l'organisation des Blue Jackets de Columbus. Âgé de 24 ans, on le qualifie d'un gars qui a de la drive, qui a de l'énergie et qui est un bon patineur. C'est ce que le Pierre Dorion a dit à son sujet. Sinon, le défenseur Dylan Etherington, un défenseur, comme j'ai dit, qui avait été un choix de 2e ronde des Blue Jackets de Columbus, âgé de 26 ans. Sa dernière saison dans la Ligue nationale était dans l'organisation des Stars, où il a été nommé capitaine des Stars du Texas. Mais la saison dernière, il a joué en KHL. 7 points en 41 matchs. Fait que je pense que lui, c'est plus une question d'apporter du leadership sur la ligne bleue de Belleville. Là. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Puis pour Aberg puis Sherwood, je pense que à l'occasion, on va peut-être faire la navette entre Belleville puis Ottawa s'il y a des blessés là, dans l'organisation. Mais je crois pas voir Etherington là, dans la Ligue nationale cette année, là, en vertu qu'on a déjà 8 défenseurs réguliers en haut. Fait que je crois pas voir. Ouais, c'est bien correct. À un moment donné, il faut remplir Belleville aussi. Ça prend du monde. Il y a des sièges à remplir là-bas aussi. Puis le club a tellement été un peu vidé dans les dernières années. Tellement de joueurs qui ont fait le saut chez les professionnels, avec les sénateurs. Des joueurs qui ont même un peu sauté la Ligue américaine, qui ont fini leur année universitaire puis qui sont allés directement avec les sénateurs. Fait que puis je pense que c'est probablement pas fini. Là. Je pense qu'ils ont juste le nombre limite de joueurs Belleville présentement. Là, fait il y a encore d'autres joueurs probablement assignés pour en cas de blessure ou quoi que ce soit. Là. Peut-être que Etherington sera le prochain partenaire de Lassie Thompson à Belleville. C'est peut-être un grand frère. Ouais, ça ferait du sens. Puis pour ce qui est d'Anders Nielsen, on se souvient, il avait subi une commotion cérébrale après un tir sur réception qui avait craqué son masque. Ça, je veux juste faire une petite parenthèse. Il y a un super bel article de Sylvain Saint-Laurent dans le droit qui est sorti qui raconte l'arrière de tous les derniers moments de la carrière d'Anders Nielsen, comment il a décidé de prendre sa retraite, comment ça l'affecte, etc. Donc un article du 9 août, je vous le recommande. Effectivement. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous. Alors pour ce 2e segment de l'épisode, on vous présente un 3e collaborateur régulier sur le podcast, JF Demers. Salut JF, comment ça va? Ça va bien, vous autres, les boys? Yes, ça va bien. JF, toi puis moi, on se connaît depuis longtemps.
Deux petits gars de Saint-Albert dans l'Est ontarien. On a grandi dans les Curds, comme qu'ils disent. Baigné dans les Curds. Baigné dans les... On est tombé dedans quand on était petits. C'est ça, la petite odeur de lait, là. Jeff, tu vas avoir une chronique un peu particulière cette année. Tu vas venir sur l'émission à quelques occasions pour nous faire un petit bilan de ce qui se passe dans l'équipe en temps réel. Tu vas nous dire... Vas-y, donc, explique-nous donc ça, là. Bon, ma chronique, ça va être de présenter 3 catégories de joueurs dans le dernier mois. Il va y avoir le joueur étoile. Donc, le joueur étoile, ça va être le joueur qui va se démarquer, qu'on va tous savoir c'est qui. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment personne qui va s'ostiner à savoir c'est qui. Donc, ça va être le joueur qui va probablement faire plus de points ou qui va faire gagner l'équipe. Puis, soit dit en passant, ça peut être aussi le directeur général, ça peut être l'entraîneur, ça peut être n'importe qui dans l'organisation. Pour, mettons, les 3 différents types de personnes. On peut l'appeler les joueurs, mais ça peut, mettons, si Pierre Dorion fait un excellent échange, ça va probablement être lui, l'étoile. L'individu étoile du moment. Exactement. Super. Ensuite, il va y avoir le joueur ou l'individu surprise, on peut dire. Fait que c'est quelqu'un qui sort un peu dans le noir, là, qui vient puis qui surprend un peu tout le monde, qui sort de sa carapace, qui vient un petit peu plus, disons... Brouiller les cartes? Brouiller les cartes, c'est ça. Tu sais, comme un gars comme Connor Brown l'année passée, là, lui, c'était vraiment le joueur surprise. Là. C'était pas le joueur qu'on voyait, puis finalement, pow! Il est sorti pas mal un peu de nulle part, puis c'est excellent. Puis ensuite, il va y avoir le joueur discret. Fait que le joueur discret, ça va être un joueur qui joue un peu en dessous de sa moyenne. Puis je me souviens, quand ça avait parlé un peu, JP Fortin, tu parlais dans NHL 96, t'avais un joueur qui était soit la flamme, puis il y avait un joueur, c'était une glace. Fait que le joueur surpris, ça va probablement être la flamme, puis le joueur avec la glace, ça va être le joueur discret. Parfait. Moi, je pense que je vais faire une prédiction. Là. Le joueur discret, ça va être Artyom Zub à chaque semaine. Ouais. Tu peux pas avoir un joueur plus discret, plus silencieux, plus à son affaire, qui fait sa job, en tout cas, peut-être qu'on va appeler ça le joueur Zub. Joueur étoile, je m'attends à voir un gars comme Josh Norris souvent. C'est une forte possibilité. Peut-être Kachuk aussi, qui va nous chercher souvent le petit moment à la fin de la game, l'étoile qui allume, qui fait changer un match. En tout cas, non, ça va être vraiment intéressant, ça va vraiment être le fun. J'ai hâte de voir ça. Yes. Sinon, il y a eu regarde, on dira pas qu'il y a eu beaucoup de mouvements chez les sénateurs dans les dernières semaines, parce que il y en a eu. Il n'y en a pas eu tant, mais il y en a eu. Il n'y a pas le mouvement qu'on veut, mais il y a eu du mouvement. Ouais, c'est ça. Pierre Dorion qui a acquis le défenseur Nick Holden dans une transaction envoyant Evgeny Dadonov au Golden Knight de Vegas. Holden qui arrive accompagné d'un un choix de 3e ronde au repêchage. Et Michael Del Zotto qui arrive à Ottawa comme agent libre. Vous en pensez quoi, vous autres, de ces 2 acquisitions-là? Moi, dans mon cas, c'est sûr que à vue de même, la transaction Evgeny Dadonov, Nick Holden, tu mets les 2 joueurs à côté, tu fais, on est perdant. Mais si tu vois ça d'un autre côté, Nick Holden a quand même des bonnes aptitudes défensives qui pourraient aider la défensive des Sénateurs. Evgeny Dadonov, l'année passée, via son contrat de 3 ans à 5 millions par année, on s'attendait à avoir une meilleure production offensive de son côté. Finalement, n'a pas connu la saison espérée. Puis là, je pense que il diminuait, il rétrogradait dans l'organisation à l'aile droite. Là. Moi, je le voyais maintenant sur un 3e trio à droite. Puis moi, de mon côté, un gars à 5 millions sur un 3e trio, pour le type de joueur qu'il est, qui est un joueur offensif, là, c'est pas un joueur défensif. Fait que au final, je suis content de la transaction. On s'est débarrassé d'un salaire, mais je m'attendais à ce que ce salaire-là soit récupéré pour d'autres choses. Mais là, j'attends toujours. On va revenir sur Dadonov, mais Jeff, je veux t'entendre sur les 2 défenseurs. Premièrement, Del Zotto, c'est un défenseur... Quand il est rentré dans la Ligue nationale, il était plutôt offensif. Puis, il a commencé avec les Rangers de New York, puis il est rentré, puis c'était John Tortorella le coach.
Puis si tu joues pour Jordan Tortorella, faut que tu sois bon défensivement, sinon tu regardes des gradins. Ça, c'est assez clair. Fait que ça, c'est un aspect de sa game, si on peut dire, qui s'est amélioré avec le temps. Puis il peut soit jouer en infériorité numérique, puis aussi sur le power play. Puis qu'est-ce qui est bon de Del Zotto, c'est qu'il peut jouer à gauche, puis il peut jouer à droite. Puis ça, c'est pas tous les défenseurs qui peuvent faire ça. C'est ce qui était difficile pour Brännström de faire, c'est que il causait souvent des revirements quand il jouait sur le côté droit. Fait en allant chercher ça, je pense que tu vas aller chercher plus une stabilité sur les deux côtés. Puis peut-être qu'il va tout de bien DJ Smith va expérimenter, on le sait pas là. T'sais, on connaît pas les trios défensifs, mais je pense Del Zotto, c'est lui qu'on est le plus excité entre lui et Nick Holden. Nick Holden, d'après moi, c'est le 7e défenseur. Je le vois pas nécessairement jouer régulièrement. Ce qui est bon, comme à tout, c'est qu'il y a beaucoup d'expérience, puis surtout dans les séries, là, je pense que les 2 dernières années, il y a 34 matchs d'expérience. Veux pas, ça c'est pas donné. Là. Tu trouves pas ça dans une boîte de céréales? Là? Oui. Nick Holden qui a dit lui aussi qu'il pouvait jouer à droite. Ah, ok. Ça ouvre la canne, là, si on veut. Là. Il y a des options. C'est dans une saison, on a vu l'année passée que dans une saison, il y a des blessures, surtout dans une saison aussi longue ou normale comme l'année prochaine. Ça prend des polices d'assurance qui sont prêts à rentrer, puis des valeurs sûres, plutôt que de toujours être obligé d'aller chercher un jeune puis le mettre dans un siège où, tu sais, il va avoir peur. Fait que non, je pense que c'est une bonne police d'assurance. Moi, les gars, je fais une prédiction, là. Puis quand j'ai eu la nouvelle de la signature de Michael Del Zotto, j'ai tout de suite pensé à notre bon ami Mike Riley. Je trouve que les deux défenseurs, ça ressemble beaucoup. Puis j'ai comme l'impression que ça va devenir notre Mike Riley numéro 2. Puis, je fais une prédiction à ce jour. Si si Michael Del Zotto fait une saison à la Mike Riley l'année passée, Michael Del Zotto sera échangé à la date limite des transactions pour peut-être un choix au repêchage. Michael Del Zotto qui en est à sa 8e équipe en 11 ans. On se le rappelle. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est ça. En ce moment, Je pense que c'est lui qui avait quand même plusieurs offres. Puis, tu sais, il n'est pas venu parce que, tu sais, du reculon, il a choisi, je pense, les sénateurs dans toutes les offres qu'il y avait. Fait que je pense qu'il est confortable dans le rôle qui a été présenté par DJ. Oui, il a même dit DJ, c'est une des raisons pourquoi il a voulu signer. Même si je ne me trompe pas, c'est comme Jeff a dit tantôt, là, pour faire un clin d'œil. C'est même en comparaison avec John Tortorella qui dit le style de jeu se ressemble, j'aime ça. Qu'on espère que ça va être bien allé. Moi, j'ai une petite question pour vous autres, les gars. Si on compare l'an passé, les deux défenseurs qu'on avait été chercher, Goodbranson et Coburn, si on les compare avec Del Zotto et Nick Holden, est-ce qu'on s'est amélioré? Oui. Ah, je pense que oui. Ouais, je crois. C'est plus des défenseurs plus mobiles un peu que Coburn puis Goodbranson qui sont plus style pur. Puis, mais je pense que Holden puis Del Zotto sont capables de bouger la rondelle un peu mieux que les autres. Je pense aussi que c'est des défenseurs à qui on va pas demander les mêmes rôles que ceux qu'on a demandé à Coburn et Goodbranson l'année passée. T'sais, l'année passée, Goodbranson, c'était ton à droite de Chabot en commençant la saison. Il y avait des attentes, mais cette année, je vois plus Holden puis Del Zotto comme des polices d'assurance, du renfort puis de l'expérience. Là. Moi, en autant que Del Zotto prenne pas du temps de glace à Brännström, je vais être content. Très d'accord. Si on regarde la brigade défensive, défensive il rit pas. Des l'année passée. Ça va prendre un soundbite, là, les fois qu'on dit brigade. Si on regarde la brigade défensive des Sénateurs cette année, on a Thomas Chabot, selon leur position, là, qu'on le sait. Thomas Chabot est à gauche, Michael Del Zotto, Nick Holden, Eric Brännström et Victor Mété jouent tous à gauche en principe. À droite, on a Nikita Zaitsev, Artem Zub, Josh Brown, Jacob Bernard Docker et Lassie Thompson. En partant, Bernard Docker et Lassie Thompson, je les vois pas commencer à Ottawa. Non. On fait quoi, non. là? On fait que
On a deux défenseurs qui peuvent jouer à droite, théoriquement. Qui on met où? Qui est le partenaire de Thomas Chabot? Match Zaitsev. inaugural. Pourquoi pas Zaitsev encore? Ouais? Zaitsev. Ben, on peut pas, tu sais, l'année passée, on veut pas, il a très bien fait avec Chabot, là, fait qu'à preuve du contraire, c'est lui le meilleur partenaire idéal pour Thomas Chabot, là. 100% avec vous autres. Zaitsev, c'est... Je vois pas personne d'autre jouer avec Chabot que Zaitsev. Puis je vais revenir au deuxième point, là, ce qui va amener au deuxième trio de défenseurs, si on peut dire. Ça va être Brandstrom et Zub. Puis je ne veux pas que Zub joue avec Chabot. Non. Zub a juste droit de jouer avec Brandstrom. Ça, c'est cimenté. Puis si ça l'est pas au début de la saison, j'appelle DJ Smith moi-même. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que ça soit ça. Si on veut que Brandstrom devienne le joueur qu'on veut qu'il devienne, Exact. il a besoin d'une stabilité, puis c'est Zub qui l'a. C'est pas Zaitsev. Zub, c'est un pilier. C'est vrai de ça. Parce que Chabot est capable de se revirer sur un Saint-Saëns. Brandstrom, il est pas capable. Ouais. C'est ça. Fait que là, on a nos deux premières paires. La troisième, on met Victor Mété à gauche. Ou on met Nick Holden à gauche. Ben, moi, je pense qu'il va y avoir une rotation entre les deux derniers postes puis les quatre derniers défenseurs qui restent. Ça va être au mérite, puis lui qui joue le mieux. Fait que d'après moi, il va y avoir une rotation Holden, Brown, Mété puis Del Zotto. Oui. C'est sûr que Del Zotto, il bougera pas de là. Ça, c'est sûr et certain d'après moi. Là. Mais d'après moi, ça va être Del Zotto avec Mété. Puis ça va être Mété qui va changer de place ou on sait pas trop comment est-ce que ça va bouger, mais d'après moi, là, les top 4, c'est ça. Puis comme JP dit, les autres, ça va bouger un peu. Là, mais on va tout le savoir quand quelqu'un l'entraînement commence. Là. C'est sûr qu'il y en a un qui se tasse, là, mais j'espère que ça sera pas Mété. Terminant, les gars, je vais revenir sur Dadonov en attaque. C'est un peu, on dirait, le morceau dans ma tête à moi qui ont fait plus ou moins de sens. Là. Est-ce qu'il y a un trou à l'aile droite en ce moment? Oui, absolument. Absolument. Et puis, d'Orion, les Sens ont un peu essayé de combler par le repêchage, mais ça ne viendra pas tout de suite. Non, c'est ça. Dadonov, moi, je me disais, j'avais confiance qu'il allait avoir une bonne deuxième saison, un bounce back season, qui allait revenir l'année prochaine. On l'avait, il était à l'interne, il était déjà avec nous autres. Il a déjà prouvé qu'il était capable de jouer. On a compris que c'était peut-être pas le gars qui allait driver un trio, c'est correct. Par contre, quand il est bien entouré, c'est un gars qui peut produire. Peut-être que non, il aurait pas, peut-être qu'il n'aurait pas donné le résultat qu'on s'attendait de lui non plus au début de la prochaine saison. Ça aurait été toujours le temps, j'imagine, de faire une transaction à ce moment-là. Tandis que là, je pense que oui, effectivement, on a peut-être créé un peu plus de faiblesse là, du côté droit qui va peut-être nous obliger à apporter quelqu'un des mineurs, je ne sais pas s'ils vont risquer le move de peut-être amener un Sokolov, un peu trop de bonheur, ou là, ça risque de peut-être amener ça, mais... Moi, je pourrais voir Sokolov commencer la saison à Ottawa. S'il donne un bon camp d'entraînement, c'est pas impossible. J'ai bien peur. Moi, je le voudrais plus à Belleville qui prenne encore du millage là-bas. Puis après ça, au courant de la saison, peut-être vers Noël, là, on lui donne une chance. Mais j'ai bien peur que, oui, si jamais il y a une place disponible à droite, ce soit Sokolov qui soit l'heureux élu. Ben, moi, j'ai l'impression que Dadonov s'est fait échanger parce que c'est Connor Brown qui l'a poussé. Il l'a poussé en dehors de l'équipe. Tu sais, veut pas Connor Brown, il a pris sa place. Ben, même Drake Batterson, là. Ouais, mais Batterson, on s'entend que le trio des sénateurs, là, ça va être Tkachuk, Norris, Patterson. 100%. Ça, c'est notre nouveau Heath Lee, Spezza, Alfredson. Là. Ça va être des belles années. Pas de pression. Pas de pression. C'est dit. On va le redire dans 1 an, voire. Dans 10 ans. Pas de trouble. Amène-les. Ça sera peut-être pas la pizza line, mais ça va être la queue de castor line. J'aime ça. Mais en revenir à Dadonov, là, je veux juste rajouter un petit point. J'étais tellement heureux quand les Sens ont été le chercher. Ouais. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. La dernière fois qu'on a un joueur autonome, mettons populaire, ou qui venait avec un bagage offensif, c'était Sergei Gonchar.
Ouais. C'est vrai. Fait que, tu sais, il y avait, veux pas, là, en tant que fan des Sénateurs, c'était le fun, parce qu'habituellement, là, le 1er juillet, là, tu t'écoutes pas vraiment ça en tant que fan de Sénateurs, et ils vont chercher de la profondeur, puis c'est tout, c'est très tranquille. Fait que, tu sais, en ayant cherché Danona, on pensait tous que c'était quelqu'un il allait driver, il allait leader l'offensive, puis finalement, on a réalisé que non, il était plus là pour complimenter, il était plus là pour aider. Ça, il prend un Huberdeau, un Barkov. Pas que les joueurs des Sénateurs sont pas bons, mais ils ont 20 et 21 ans. Et est-ce que ça l'a un peu brûlé? Est-ce que c'était un peu Melnyk qui était frileux à aller donner des contrats à des joueurs, à signer des joueurs autonomes, qui avaient plus ou moins ça? Là, il en signe un, puis l'année d'après, son DG de l'échange. Ça aide pas sa cause. Là. Je me demande ça va être quand la prochaine fois, là, tu sais. Ouais, clairement. Il a fait sa job contre Toronto, puis c'était bien correct. Oh oui. En prolongation, ne serait-ce que pour ça. C'est le meilleur moment à Ottawa. André de ça. Sur ce beau souvenir, JF, un gros merci d'être venu nous voir. Ça a fait plaisir. On a hâte de te rejaser, d'avoir un peu plus en fait, d'apprendre qui sera les futures surprises vedettes et bon, on dira pas déception, mais joueurs dont on s'en attend un peu plus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, les boys. Attention à vous autres. Merci, Merci, Jeff. Jeff. Merci à vous autres pour le temps que vous dévouez à ce podcast. Je pense pas que les fans ils comprennent comment ça prend de temps puis comment est-ce que vous êtes impliqués. Je suis pas commandeur, vous mettez là-dedans, mais je vais vous lever mon chapeau. Je trouve ça vraiment cool de votre part. Merci, c'est apprécié. Merci de participer avec nous autres. Yes. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Alors, on est maintenant accompagné de nul autre que Nicolas Saint-Pierre. Nicolas, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Yes, merci. Ça va bien. Merci, Nicolas, d'être ici avec nous, aujourd'hui. Moi, je voulais juste prendre une petite seconde. Là. Je voulais juste revenir à quand on t'a contacté à l'époque, quand on a commencé le projet. T'sais, nous autres, on était deux gars un peu qui connaissaient pas trop ça, qui t'ont écrit sur Facebook, puis tu nous as répondu, puis je voulais vraiment juste te lever mon chapeau d'avoir, dans le fond, de nous avoir encouragés là, depuis le début. C'est vraiment apprécié. Je pense que je peux vous renvoyer l'appareil du fait que ça prenait quelqu'un pour prendre les commandes de cette plateforme-là, parce que ça faisait longtemps qu'on parlait d'un manque flagrant pour desservir les fans francophones, puis que vous ayez eu l'amabilité, mais surtout le flash de créer ça. Je pense que c'est tout à votre honneur. Toi, Nicolas, tu me corriges si je me trompe, mais je pense que tu vas entamer ta 14e saison à couvrir les Sénateurs, c'est tout ça? En fait, 14e saison à la description, ça va faire ma 16e, 17e saison à la couverture des Sénateurs, grosso modo. Puis en 16 ans, as-tu une idée? Pourquoi? Y a-t-il une raison pourquoi il n'y a pas plus d'initiatives comme la nôtre, mettons, qui existent? As-tu une idée? Oh, ça prendrait probablement un show complet pour en parler, mais si on veut faire ça court, je pense que malheureusement, on n'a pas le réflexe d'avoir une plus grande offre du fait que on semble tout le temps se battre à contre-courant quand tu es un fan francophone des Sénateurs, que ce soit contre les autres fans des autres clubs dans la région, particulièrement ceux du Canadien, puis même contre comme l'organisation, c'est que je sais pas, il y a pas un réflexe, c'est pas naturel, malheureusement. Puis en tant que fan, tu es un peu perdu. Alors, je pense que c'est pas. Je pourrais pas parler des fans qui sont un peu gênés. Pas gênés, intimidés, je sais pas. On veut pas se faire voir, on veut pas brasser trop la soupe. On est doux, hein? On est timide un peu comme. Oui, je pense que c'est le bon mot, timide. Puis je pense que des initiatives comme la vôtre vont permettre justement aux fans francophones de s'émanciper un peu, puis de se dégêner, puis peut-être de se faire voir un petit peu plus. Puis encore une fois,
on espère que cette petite graine-là va pouvoir fleurir puis prendre l'ampleur. Puis c'est des petits pas comme ça, comme les vôtres, qui vont faire en sorte que je pense qu'on va prendre de plus en plus de place. J'ai l'impression aussi que le public franco-ontarien, moi, en tant que franco-ontarien, je suis le premier à l'admettre. En Ontario, quand on parle français, on dirait qu'on a un peu jeté la serviette. Ça nous dérange pas, nous autres, d'écouter la radio en anglais ou d'écouter les matchs en anglais ou quoi que ce soit. On est bilingue, on comprend. Mais je réalise, peut-être un peu plus du côté du Québec, il y a des gens qui soit qui comprennent pas bien ou qui ont un malaise à écouter des choses en anglais, qui veulent vraiment des nouvelles de leur équipe en français, tu sais. Oui, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas un défaut de vouloir se faire servir en français dans sa langue. Puis, je suis d'accord. C'est plate, comme tu le dis, t'es un gars de la place, puis t'es un franco, puis moi, ça fait plus de 20 ans que je suis ici en Ontario, donc je me considère un peu comme un franco aussi. C'est que le réflexe, puis comme tu le dis, c'est que combien de fois je l'ai entendu, ben tu sais comment que ça se passe ici, ça se passe en anglais. Oui. Voyons, puis c'est à répétition que je me suis fait dire ça. Je veux dire, de l'autre côté, pour les gens, puis c'est pas seulement pour les fans ici même de la région directe, je pense que on parle de plus en plus de fans. Un des GP qui est à Chicoutimi au Saguenay. Yes. Vous êtes partout, là. Vous n'êtes pas seulement dans la région ici, là. Fait que il y a des Francos dans l'ouest du pays, dans les Maritimes, puis qui veulent l'entendre en français, ça. Alors, je pense que c'est un service qui vaut... Pas dire, je ne veux pas être prétentieux, c'est pas un service essentiel, mais c'est un service qui a sa raison d'être, par exemple. C'est le fait aussi que, tu sais, c'est les sénateurs d'Ottawa, qui est la capitale fédérale, une ville qui est supposée être autant franco qu'anglophone. Quand je me fais interpeller et que je prends pour les sénateurs, je me fais regarder croche, puis comment ça se fait que je prends pour les sénateurs, puis pourquoi c'est pas canadien, puis tu sais. Fait que c'est pas une normalité d'être pour une équipe de l'Ontario quand t'es au Québec en plus. Fait que... T'es en train de commettre un péché, là, tu prends pas pour la Sainte-Chanel. C'est incroyable. Ça. Là. En plein ça. Quand on dit que c'est rendu une religion, là, c'est quasiment ça. Là. Mais encore une fois, là, je veux dire, faut pas faire de la petite politique ici là, et tout ça. Je pense que, encore une fois, on a grandi, puis on va grandir avec les autres fans, puis les autres. Tu sais, les gens qui seront intéressés à avoir un produit comme celui-là, le nôtre, je pense qu'on est là puis on veut rester le plus longtemps possible, alors que, je veux dire, ça va prendre justement des fans comme vous autres qui vont se faire voir, qui vont se faire entendre. Puis c'est sûr que ça va faire boule de neige là, de plus en plus. Je pense que on parlait tantôt des fans qui étaient gênés. Je pense que de moins en moins, on est gênés. On vous lit sur Facebook et on vous voit sur Twitter et tout ça. Alors, je pense qu'encore une fois, c'est très positif tout ça. Là. Nicolas, j'aimerais ça revenir un peu en arrière, en 2012. Quand les sénateurs avaient annoncé que... je sais pas qui avait annoncé quoi, mais que... Le partenariat avec leur partenaire radiophonique francophone de l'époque avait été arrêté. Puis à ce moment-là, tu t'es ramassé, j'imagine, avec plus ou moins d'emplois devant toi. Puis c'est là que tu t'es tourné de bord, puis que le partenariat avec Unique FM, qui était à l'époque... attends, j'ai un blanc, là. C'est JFO. Oui, c'est ça, a commencé. Ça, moi, ce que j'ai lu et entendu, c'est un peu toi qui a... en fait, un peu, je pense que c'est toi qui as pris l'initiative d'aller voir les sénateurs puis de leur dire « Hey, j'en ai un diffuseur francophone. » En fait, grosso modo, c'est que... Puis c'est le fun que tu me ramènes là-dessus. Je pense que c'est une histoire qui vaut la peine d'être entendue. C'est qu'en 2012, effectivement, quand j'ai eu la surprise au mois d'août, je me souviens, j'étais au Grand Prix de Trois-Rivières, mon ami Dominique Fougère qui m'avait demandé justement de faire la description. C'est ma première à part de ça, j'étais très nerveux. Puis le vendredi matin, alors que je me préparais pour décrire ma première course, je reçois l'appel de mon patron d'alors qui me dit que finalement, la diffusion n'aura pas lieu. On a coupé les ponts avec les sénateurs. Puis tardivement comme ça m'enlevait tout espoir de me trouver une job. Parce qu'à ce moment-là, au mois d'août, là, je pense que toutes les radios, je pense que c'est pas une nouvelle de vous dire que toutes les radios ont trouvé leur personne puis leur personnalité. Bref, je me retrouve le bec à l'eau, je me retrouve sans emploi, puis il y a évidemment le lockout qui arrive dans la Ligue nationale de hockey.
Alors, du mois de août jusqu'au mois de janvier, fin janvier, alors qu'on a débuté la saison, je pense au début février, grosso modo, j'ai créé ma propre compagnie Intersport Production. Je suis allé cogner à la porte des sénateurs d'Ottawa. Jim Steele, à ce moment-là, qui était le directeur de la communication puis des relations avec, en fait, les droits pour les médias, les diffuseurs. Il m'a ouvert la porte, j'ai expliqué mon projet, j'ai dit, écoute, j'ai personne en tête en ce moment pour une antenne, mais je veux que tu me donnes les droits, puis je vais me charger de vous trouver une antenne pour diffuser votre diffuseur francophone. Fait que, grosso modo, il m'a dit ce que ça me prenait. Fait que je suis allé m'enregistrer, je suis allé acheter mon équipement, j'ai trouvé mes techniciens, mes personnalités. Bref, je me suis retourné de bord assez rapidement. Puis, par la suite, on m'a accepté. On m'a donné les droits, une entente d'1 an. Puis, à ce moment-là, je suis allé cogner à la porte de CJFO. Puis, c'est là que Véronique Soucy, qui était avec Gilles Poulain là, à la direction, m'ont dit qu'on pourrait certainement s'entendre là-dessus. Puis on s'entend que pour eux, c'était une belle vitrine de se faire voir. Alors, à ce moment-là, c'est là que j'ai cogné à la porte de CJFO. Puis ce sont les premiers qui m'ont tendu l'oreille. En fait, non. Il y a une histoire que je ne peux pas nécessairement raconter parce que je ne veux pas faire mal paraître personne. Mais ça fut ma deuxième tentative, en fait, parce que j'ai eu le réflexe d'aller de l'autre bord, en fait, à mon ancien diffuseur. Je veux dire que j'avais maintenant les droits, puis s'il m'offrait mon antenne, mais on m'a retourné le bord assez rapidement, en riant un peu de moi. Bref, à CJFO par la suite, c'est là que j'ai rencontré Véronique Soucy. Par la suite, on a fait par Georges, puis on s'est entendu sur les termes, puis on nous dit maintenant le présent que ce fut une histoire rocambolesque. Il y a eu des tempêtes, puis à un moment donné, je pensais nécessairement que on passerait pas, mais contre vents et marées, on se retrouve maintenant à notre 10e saison avec Unique FM, puis j'en suis très, très fier. Quelle histoire! Quelle histoire! Ouais. Mais là, s'il n'y a pas Nicolas Saint-Pierre qui lève ses manches et qui s'en va voir les sénateurs, est-ce que les sénateurs prennent l'initiative d'aller chercher un diffuseur francophone à ce moment-là? Là? On le saura jamais. On le saura jamais, mais je vous dirais que c'était pas nécessairement une priorité. Je veux dire, c'est sûr que ça devenait une épine dans le pied, mais d'un autre côté, je pense pas qu'on a fait là, des pieds et des mains pour se trouver justement une antenne. Alors, je pense que les astres étaient bien alignés pour que je prenne la rondelle au bon, pour pas prendre la balle au bon. Puis, j'en ai profité. Je suis arrivé là au bon moment, puis ça a pris un front bœuf, là, probablement, puis je veux pas m'en vanter, mais je suis probablement le seul individu dans l'histoire du sport professionnel à avoir eu des droits de diffusion pour une équipe. So, hey, on va pouvoir raconter ça à mes petits-enfants maintenant. Ouais. Hey, on a une question un peu bizarre. Dans ta bio sur le site web d'Unique FM, on peut lire que tu as eu un passé en tant que chef cuisinier. Oui, mais en fait, j'étais sous-chef, en tout cas chef tournant à un moment donné. Au Crown Plaza à Ottawa, c'est l'ancien Citadel, ça. Puis, parce qu'à un moment donné, encore, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit que je suis quasiment comme un Forrest Gump parce que j'ai fait tellement d'affaires. Mais j'ai pas la folie, par exemple. Ceci dit, j'ai été dans l'armée à un moment donné, dans la marine, puis j'avais pris mon cours de cuisinier. Puis c'est ça qui m'a permis, en revenant de mon année où j'ai pété ma coche, puis je suis allé rester à Whistler, en Colombie-Britannique. Je suis revenu, puis je me suis trouvé une job au Crown Plaza. J'ai travaillé là près de 10 ans. Puis je me suis rendu jusqu'à sous-chef, là, chef tournage. Je faisais à peu près tous les jobs des gars qui étaient partis, là, les chefs de parti et tout ça. Disons que cette portion de ma vie-là m'a aidé à me sortir du trou à un moment donné, oui, certainement. Puis là, actuellement, à la maison, est-ce que c'est toi qui fais à souper ou c'est ta blonde? En fait, je suis chanceux parce que autant moi que ma femme, mon épouse, adore cuisiner, fait que on se bat pas pour faire la cuisine, mais on aime ça les deux, alors on n'a pas de problème à ce niveau-là. Puis souvent, le fin de semaine, le dimanche, là, surtout en hiver, là, on s'ouvre une petite bouteille de vin, on cuisine toute la journée, puis on aime ça comme ça. Nicolas, quelques années passées, tu as animé la cérémonie quand on a retiré le numéro 11 de Daniel Alfredson. Yes! Sur une échelle de 1 à 1 million, comment excitant c'est ça comme événement?
1 milliard. Ouais, hein? Écoute, ça a été probablement un des faits saillants de ma carrière. J'ai animé aussi le gala du 125e de la Coupe Stanley, qui est dans le top aussi. Mais celle-là, l'émotion, c'est un privilège. Hein? Puis je remercie Paul Galland dans ce temps-là, qui était justement le directeur du In-House Entertainment, comme on dit. Puis qui est de retour avec le Canadien de Montréal. Un top du top, d'ailleurs. Je me souviens qu'il m'avait dit... derrière des portes de close, il dit écoute, Nick, ça se fait pas autant en français qu'en anglais. Il dit I'm not doing it. So, je sais pas, on m'a ouvert la porte, puis on m'a laissé la place, puis on m'a fait une place avec Dean puis Gord, puis de me retrouver au centre de la patinoire pour cet événement historique-là. Je veux dire que c'est extraordinaire. Avec le centre bien plein de partisans qui... C'était magique. Moi, je pense que cette soirée-là, je me souviens comme c'était hier, puis j'ai versé des larmes. Je me cacherai pas, là, j'ai versé des larmes surtout quand le numéro 11 montait dans les hauteurs. Là, j'ai versé des larmes. Ben, JP, sois pas gêné de ça, parce qu'elle m'a dit que j'avais très mono, moi et tout, puis j'avais le moton en tabarnouche. Alors, pour tout ce qu'on a vécu, probablement que c'était la plus grande, écoute, c'est la plus grande vedette, mais ça a été pour moi le joueur marquant, puis pour combien de gens de cette génération-là. Il y en a plusieurs qui vont parler de Yashin, mais pour moi, Alfredson, Yashin ne vient pas à la cheville d'Alfredson pour tout ce qu'il a été. Alors, de voir justement ce numéro-là hissé maintenant au plafond pour à jamais, là, c'est... Wow. J'étais au centre, j'ai vu bien des flashs. Je suis content d'avoir ça encore sur bobine parce que sérieusement, même si on nous dit oui, je me souviens pas de tout parce qu'il y avait tellement d'émotions à ce moment-là. Là. On voulait te demander c'était quoi justement ton souvenir marquant, mais y en a-tu d'autres qui te viennent à la tête? C'est ton 2017. Ouais. 2017, ouais. Ça, c'est... Tu sais, dans la catégorie du... je sais pas, je vais prendre... Je vais te faire un trou dans le cœur, je vais aller chercher ton cœur, puis je vais le sortir de ton corps, je vais te laisser justement le regarder pendant que tu meurs. Ça a été à peu près ça. Puis Pierre Dufault, qui m'avait entendu, le grand Pierre Dufault, je ne sais pas si votre génération vous vous souvenez, mais Pierre Dufault qui a été un grand descripteur, un grand journaliste sportif à Radio-Canada et Tutti Canti. Il m'appelle, il dit « Nick, je t'ai entendu. » Puis il dit « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, t'es bien trop partisan, mais on sentait quasiment que t'étais en train de mourir, ça n'a pas de bon sens, il faut que t'aies une certaine neutralité. » Alors, il dit, M. Dufault, je m'excuse, mais je veux dire, là, le partisan a pris le dessus. Puis, même si on vous dit là, que les descripteurs sont tous neutres, là, non, ils sont tous partisans, veulent pas en premier. Là. Alors, à ce moment-là, gars, écoute, j'ai pris justement sur bobine le match numéro 1 de cette demi-finale. On était à Pittsburgh, justement, puis j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. Alors, ça, c'est un moment incroyable. Les 4 buts de Jean-Gabriel Pajot en série, c'était magique. Magique. C'est incroyable. Il y a des histoires, des moments forts. Puis je raconte souvent celle-là, mais un moment fort qui n'a jamais été pour moi, ça a été probablement la meilleure entrevue que j'ai jamais faite à vie. Puis c'était avec Paul McLean, l'ancien entraîneur des Sénateurs. Puis c'était avant la série contre les Rangers. En 2012, je pense en 2013, pardon. Quelque chose comme ça, bref, moi, on fait des fois un peu, mais bref, j'étais avant d'entrer au Madison Square Garden, puis on est juste en arrière parce qu'on débarque de l'autobus, puis il y a une rampe qui nous amène justement au niveau de l'aréna, puis on était en arrière, puis je disais à Alain Sancartier à ce moment-là, il a dit, lui, là, c'est le joueur qui se prépare, c'est pas le coach, parce que j'ai tout le temps pensé que Paul McLean, c'était un coach, mais il était encore, il pensait un peu comme le joueur. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient encore là dans lui. Puis à ce moment-là, j'ai tout le temps dit à Paul, là, c'est un joueur. Puis Alain, il disait, ouais, là, le 7e match, il va le travailler, puis envoyer donc. C'est le match numéro 7, quelque chose comme ça. Puis là, je m'en vais faire mon entrevue, puis il y avait Doc Harledy qui était dans le bar parce que lui aussi se préparait à faire son entrevue d'avant-match avec Paul McLean. Puis il y avait encore une autre gang des Américains, puis une couple d'anglophones. Puis j'arrête de parler à Paul, puis j'ai ce maudit gramment-là. On commençait à avoir des MP3, puis envoyer donc. Puis là, je me sentais tellement hot avec mon petit MP3. Je pense que
le technicien, dans le temps, je travaillais justement pour CJRC, puis le technicien avait, on va prendre un mot grivois, avait gossé un fil pour connecter avec mon XLR. Bref, je m'en vais avec mon micro, puis je dis, ah là, puis je le sens. Puis Alain Sancartier, il est là à côté, puis il me dit, waouh, ça va être bon. Puis t'as les gars, les Américains, puis je pense que Doc Emrick est en train de prendre des notes parce qu'il voyait que c'était du bon jus que j'y donnais. Bref, je finis mon entrevue. Je m'en retourne à l'hôtel, puis j'ai Alain Doud, j'ai assez hâte de passer ça, ça n'a pas de saint bon sens. C'est incroyable, ça va être bon. J'arrive à l'hôtel, j'essaie de downloader sur mon ordinateur. Non. Il n'y a pas de fichier. Il n'y a rien. Non. So, là, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai juste repris ce que j'avais dit, grosso modo, faire une traduction, mais maudit que j'étais en maudit contre moi, puis contre finalement la technologie. Mais ça a été une des belles entrevues qui, malheureusement, n'a jamais passé. C'est donc bien plate. Ouais. Des choses qui arrivent, comme on dit. Ouais, ben c'est ça. Nicolas, en terminant rapidement, tes attentes pour la saison prochaine, ça ressemblerait à quoi? Plusieurs pas en avant. Éviter un début de saison comme on a eu l'an dernier. Je pense qu'on sera très, très loin de ça. Ça me prend un club qui va se battre jusqu'au dernier match en série si elle ne fait pas les séries. Je me tue à le dire puis à le répéter à tous les dénigreurs de cette équipe-là de l'an dernier. J'ai dit, enlève les 20 premiers matchs. Va te trouver 5-6 points quelque part, ce club-là fait les séries. Alors, je pense que tout le monde a appris. DJ Smith, qui est là maintenant bien en selle, a fait son mea culpa puis a dit qu'il lui-même avait fait des erreurs. Je pense que tout le monde a grandi ensemble. Là, maintenant, je m'attends à un club qui va se battre pour une place en série, qui va avoir beaucoup plus mordant dès le début de la saison. Faut éviter qu'un Matt Murray soit... ça me prend un Matt Murray qui soit au sommet, point à la ligne, qui n'ait pas de raté. Ouais. Parce que là, on revient à la division Atlantique, là, qui sera une division très difficile. En plus, on ne se fera pas de cadeau, là, puis on ne se fera pas de peur. Ça pourrait être épeurant à un moment donné. Mais si tous les pions qui sont en place travaillent comme ils sont supposés de travailler, produisent comme ils sont supposés de travailler, il y a toujours l'aspect également chimie avec les nouveaux venus qui vont arriver. Je regardais ça sur le signe du positivisme, les gars. Mais j'ai encore des questionnements parce que si on a amené des Holden puis des Del Zotto à la ligne bleue, on est loin du top 4 qu'on nous avait dit qu'on cherchait en ce moment pour la ligne bleue. Alors, questionnement à ce niveau-là. On n'a toujours pas d'heureux élus chez les agents libres pour remplir le poste de numéro 2 au centre. Est-ce qu'on va donner ça à Pinto? Je pense que la porte est là parce que je pense pas qu'on va parler d'un Chris Tierney. Parce que je pense qu'avec son absence lors du dernier match, ça nous indique l'avenir qui n'est pas nécessairement rose avec les sénateurs pour Chris Tierney. Bref, à ce niveau-là, puis si on fait la place aux jeunes, moi, j'ai pas de problème. Puis, écoutez, on va donner la chance au coureur pour Pinto, peut-être qu'il va être capable de remplir le poste de numéro 2, comme Norris fut une surprise pour remplir le poste de numéro 1. Avez-vous remarqué que je n'ai pas nommé Logan Brown? Parce que pour moi, Logan Brown, c'est terminé. Alors, ouais, gars, écoute. Puis si c'est. Puis là, je mets une petite porte ouverte. Si jamais ça peut fonctionner, je pense pas qu'on va le retrouver sur le top 6. Je pense pas non plus qu'on va le retrouver au centre. Alors, s'il y a peut-être une place pour lui, c'est peut-être à l'aile. Mais malheureusement, de ce que j'ai vu depuis qu'il s'est joint au sénateur d'Ottawa, Logan Brown n'a fait que me décevoir. Puis s'il a un avenir avec la Ligue nationale de hockey, peut-être ça va se passer ailleurs. Alors, si je me tourne maintenant vers la ligne bleue, j'espère qu'avec ce qu'on voit en ce moment, parce que si on me dit qu'un Del Zotto ou un Holden doit passer un Brandstrom de ce monde, écoute, j'ai des problèmes. Laissons la place à Brandstrom à droite. Faisons-lui débuter la saison à sa position naturelle, même si c'est un gaucher, il s'est rendu à la Ligue nationale de hockey en jouant à la droite. Je comprends que le coach, il ne croit pas à cette philosophie-là, mais à un moment donné, donne-lui au moins la chance de s'émanciper à la position qui l'a amené là. Parce que veut pas, on a quand même donné Mark Stone pour Erik Brannstrom. Donc, on s'attendait tous à ce que Erik Brannstrom soit un Thomas Chabot de ce monde. Donc là, de savoir qu'il réduit dans l'effectif à tous les années puis on lui donne pas sa chance, là, c'est quoi le message que ça nous lance? Là?
Puis là, les gars, là, écoutez, là, je lis les gens avec des perspectives, puis ben, je pense que l'avenir avec Brandstrom, c'est terminé, tout ça. Avant qu'on passe à l'acte puis le transiger, là, tu viens de le dire, le dernier pion, le gars qui représente l'échange, Stone, puis souvenez-vous d'un Pierre Dorion qui a dit à ce moment-là, c'est le plus beau jour de ma vie, parce qu'on a acquis un Rick Brandstrom. Ben là, à un moment donné, je pense que Pierre, il dit hey, comment... DJ, c'est parce que tu me fais mal paraître, là. Il faudrait peut-être s'y donner une place, tu sais. Ouais. So, avant qu'on se rende à ça, n'oublions pas Victor Mété. Et Victor Mété, pour moi... Une surprise. Il a très bien fait, là. Est-ce que les Holden puis les Del Zotto, encore une fois, passent devant ces kids-là? Puis on se demande encore une fois qui est-ce qui est le meilleur joueur pour évoluer avec Chabot. Ben, à preuve du contraire, c'est encore Zaitsev. Ouais. Pourquoi se casser la tête à chercher quelqu'un pour danser avec Chabot alors que pour moi, Zaitsev a fait le travail? Oui. Alors, faisons la place aux jeunes. Encore une fois, beaucoup de questionnements, mais je donne la chance aux coureurs parce que, bref, la direction a fait des bons gestes jusqu'ici, des bons choix dans cette reconstruction-là. Maintenant, par exemple, il va falloir trouver la perle rare pour régler les problèmes au centre. Puis, si je regarde, si je peux me permettre une petite parenthèse concernant les choix au dernier repêchage, on a répondu à certains besoins, c'est-à-dire à la ligne droite, à l'aile droite, avec deux choix qui pourraient, Latimer et Boucher surtout, un power forward à un moment donné, est-ce qu'on pourrait en parler? Oui, certainement. Puis à part de ça, je pense que ça a été le signe, encore une fois, à l'image du coach. On veut de la robustesse, on veut de la grosseur. Alors, on est en train de s'habiller pour veiller tard, faire mal à l'adversaire pour un bout. Alors, beaucoup de positifs pour la prochaine saison pour les Sénateurs. Est-ce que, juste en terminant, est-ce que tu as été surpris de Tyler Boucher, la sélection de Tyler Boucher? T'as-tu fait là, comme, ça sort de où, ça? Ou ben... Non, encore, parce non, okay. On avait un besoin à la droite, puis sérieux, le depth chart à l'aile droite pour les Sénateurs, c'est pas le Thorndike. Alors, comme M. Mann l'a dit, je pense qu'à ce niveau-là, écoutez, puis éventuellement, Boucher, qui, encore une fois, qui est un prototype même du power forward, pourrait certainement là, arriver puis se greffer au top 6, éventuellement. Mais encore une fois, c'est toujours les bons choix jusqu'à preuve du contraire. Alors, seul l'avenir nous le dira. Puis d'habitude, dans ces choix-là, ça prend 3 ans. Alors, on va donner la chance au coureur, puis on s'en reparlera dans 3 ans. Parfait. Merci. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. C'était vraiment, vraiment intéressant. C'était vraiment fun de jaser avec toi. Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir discuter justement avec des partisans, puis sans vouloir faire de plug, dans le vestiaire, je pense qu'à un moment donné, il va falloir justement là, penser à ça, puis faire une place aux partisans pour qu'ils aient une plateforme également additionnelle à celle que vous avez là, sans faire de compétition, c'est pas ça que je veux dire. Merci de l'invitation, puis j'espère qu'on va pouvoir faire ça très bientôt au cours de la saison. Merci. All right, guys. Merci. Bye-bye. Thanks. C'est ce qui complète le 3e épisode de La Brigade. J'espère que ça vous a plu. Nous, on aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème de La Brigade, ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. D'ailleurs, si la vie de Nicolas vous intéresse, on parle de lui dans un livre publié que vous pouvez vous procurer sur Amazon, le livre Voices of the NHL par l'auteur Matthew Blittner. Notre prochain épisode sortira le 25 août prochain et pour l'occasion, on reçoit la hockeyeuse franco-ontarienne et attaquante des Lady Sens d'Ottawa, Jade Maisonneuve. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter et on s'en jase.